Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce 8 septembre. Ridicule méprise ou acte de sabotage, des scellés d'instruction concernant l'église de Scientologie ont été détruits à Marseille. Un an après la disparition de certains éléments d'une information judiciaire concernant aussi les scientologues, enquête sur les méthodes de cette église considérée comme une secte. Pour la première fois en France, une action en réparation est menée par la famille d'un fumeur décédé d'un cancer contre la CEITA. Dernier bilan provisoire du séisme qui a frappé hier la région d'Athènes, 61 morts, mais des dizaines de personnes seraient toujours ensevelies sous les décombres. Football, victoire de l'équipe de France 3-2 à Erevan face à l'Arménie, mais ce ne fut loin d'être facile pour les Bleus. Du cinéma, C'est quoi la vie, le film de François Duperron avec Jacques Dufilot à partir d'aujourd'hui sur les écrans. Alors c'est peut-être une erreur humaine, une méprise, une grosse gaffe, il n'empêche, l'annonce de la destruction de nombreux scellés d'un dossier d'instruction concernant l'église de Scientologie à Marseille encourage toutes les suspicions. D'autant que les autorités judiciaires marseillaises viennent tout juste d'avertir les plaignants qui intentent un procès à cette secte, alors que les faits remonteraient à la fin de l'année 98. Explication Stéphane Bretner avec Mickaël Darmon et Vincent Desombres à Marseille. Les avocats des parties civiles ne l'ont appris qu'hier. Dans le bureau du président du palais de justice, c'est la stupéfaction. Des scellés relatifs au procès de la Scientologie ont été détruits parmi 3,5 tonnes de documents. Des pièces comptables, des livres, des électromètres religieux vendus par la secte sont passés au pilon. Et le plus surprenant, c'est que l'incident remonte à la fin de l'année 98. Pour moi, c'est une demi-surprise parce que j'ai déjà eu à constater dans d'autres affaires, notamment à Lyon et à Paris, que les dossiers touchant à l'église de Scientologie décidément ne ressemblaient à aucun autre et subissaient des traitements qui étaient parfois assez étonnants. À Paris, on perd la procédure, à Marseille, on détruit les scellés. Au palais de justice, on parle d'une méprise. Le greffe pensait que l'affaire avait été jugée alors que le procès a lieu dans 12 jours. Pourtant, concernant la destruction de pièces, la justice a des règles précises. Un dossier, constitué par le juge d'instruction, est archivé à l'issue de la procédure. En revanche, les scellés, c'est-à-dire les objets et les documents remis au cours de l'instruction sont détruits, mais uniquement lorsque la procédure est finie. Une affaire étrange à laquelle n'a pas manqué de réagir le garde des Sceaux ce matin. Je pense que la disparition de pièces d'un procès est un événement très grave. Je veux toute la vérité. Est-ce que c'est une erreur? Est-ce que c'est un sabotage? Et pour y voir clair, Elisabeth Guigou a ordonné une enquête. L'inspection générale des services judiciaires est à Marseille pour s'assurer qu'il s'agit bien d'une erreur. Aujourd'hui, les pièces disparaissent à Marseille. J'en déduis assez logiquement, comme n'importe lequel de nos concitoyens, que l'église de Scientologie bénéficie vraiment d'un hasard heureux. Et je considère qu'il ne s'agit pas là d'une erreur. Voilà l'église de Scientologie dans une position confortable. En tout cas, la secte affirme rien à voir avec la destruction des scellés. On peut, encore une fois, aller dire que parce que ça tombe bien, c'est étrange, comme c'est bizarre, ça tombe bien. Eh bien oui, ça tombe bien, mais c'est un hasard. Ce soir, dans une lettre adressée au garde des Sceaux, l'avocat des parties civiles demande l'ouverture d'une enquête préliminaire. Décidément, les palais de justice ont trop souvent le tort de voir disparaître les documents qui mettent en cause l'église de Scientologie. Alors voilà pour les faits, on en saura donc un peu plus peut-être à l'issue de l'enquête diligentée par la garde des Sceaux. Mais tout de même, cette destruction de pièces s'ajoute à la disparition d'autres pièces d'une information judiciaire visant elle aussi l'église de Scientologie à Paris, c'était il y a un an. Alors on veut bien ne pas être parano, mais dans le monde politique, comme dans celui des habitués de la lutte contre les sectes, on n'accepte pas forcément le hasard ou les coïncidences, et l'on dénonce plutôt le noyautage. Joël Bruyandet et Alexis Delcourt pour le reportage. Nous sommes le 8 février 1996. À la tribune de l'Assemblée nationale, Alain Geste présente aux députés le rapport de la commission parlementaire sur les sectes en France. C'est alors qu'il aperçoit dans les fauteuils réservés aux invités de marque un visage qu'il connaît bien. J'ai eu la surprise, et le mot est un peu faible, de constater en rentrant dans l'hémicycle qu'il y avait une personne qui trônait au milieu des places réservées aux invités des ministres, et c'était donc Madame Gounod, la porte-parole de la Scientologie. Un épisode parmi d'autres des relations troubles qu'entretiennent la Scientologie et les pouvoirs. On se souvient de la disparition en octobre dernier de plusieurs tomes du dossier parisien. Une enquête interne est toujours en cours.
Cette fois, la destruction d'une partie du dossier marseillais a suscité des réactions immédiates. Exemple, ce communiqué des services de Matignon chargés de la lutte contre les sectes. La question se pose à nouveau, dit le communiqué, de savoir si certains services de l'État ne sont pas investis par des organisations sectaires. Une interrogation partagée par ce magistrat qui a déjà instruit sur la scientologie. Il n'y a aucune raison a priori que la justice dans son ensemble soit épargnée par le phénomène sectaire. Il n'y a pas un secteur d'activité en France aujourd'hui qui soit épargné par les infiltrations sectaires. Les scientologues mis en cause parlent de persécution et nient toute forme d'infiltration. Ils sont dans tous les secteurs de la société, c'est certain, mais de là les accuser de choses qu'on n'aurait pas commis parce qu'on ne peut même pas le prouver, c'est un petit peu excessif. Je pense qu'on a tort de les accuser systématiquement et il faudrait apporter des preuves quand on avance de telles allégations. Il y a 3 mois, le dernier rapport de l'Assemblée nationale sur l'argent des sectes épinglait plus particulièrement la scientologie et ses nombreuses filiales. Un chiffre révélateur figurait dans le rapport, le budget annuel de la secte en France, 60 millions de francs. Ouais, en effet, il faut maintenant se souvenir que dans le rapport parlementaire sur les sectes, publié en janvier 1996, l'Église de Scientologie est classée parmi les mouvements psychanalytiques avec une forte capacité à obtenir de ses membres des ressources financières importantes. Sur les méthodes des scientologues, le commentaire d'Éric Lemasson. Ce jour-là, les élus du peuple américain s'apprêtaient à condamner l'Allemagne pour intolérance religieuse, car le gouvernement allemand avait osé classer la scientologie non pas comme religion, mais comme organisation commerciale. Motion finalement rejetée, mais voilà bien qui illustre la considération dont jouit cette organisation en Amérique. Immeuble bien placé, compte en banque bien garni, acteur de cinéma scientologue bien en vue, sa puissance n'est plus à démontrer. On prête ce mot à son fondateur Ron Hubbard, décédé en 86. Fonder sa propre religion est le meilleur moyen de devenir millionnaire. Une religion de science-fiction dont le contenu reste très flou, c'est précisément l'astuce. Chaque adepte y trouve ce qu'il a envie d'y trouver. La scientologie est peut-être en train de brouiller des catégories de pensée qu'on croyait bien établies. C'est-à-dire qu'avant, on savait ce qu'était le religieux, le politique, l'économique. La scientologie, c'est tout ça à la fois. Alors, qu'est-ce qui caractérise fondamentalement la scientologie? Finalement, on pourrait dire que la scientologie, si c'est une religion, c'est à la fois la religion de la marchandisation de l'homme, c'est-à-dire tout est à vendre, et puis c'est aussi une religion un peu bizarre, puisque finalement, elle considère que le problème dans l'homme, c'est l'homme. Exemple à Paris d'une séance de conditionnement d'un nouvel adepte. Marche jusqu'à ce mur. J'ai appris par des intonations de voix, par des regards, par des gestes physiques, à contrôler quelqu'un d'autre et à le diriger là où je souhaite, moi, qu'il aille. Est-ce que les poissons nagent? Tu peux me répéter la question 10 fois, moi je peux répéter 10 fois. Je vais répéter la question d'édition. Est-ce que les poissons nagent? Oui. D'accord. Par cette sorte de psychanalyse grossière, la scientologie se propose donc de révéler la vraie nature de chacun avec le concours de cet appareil décrété infaillible, l'électromètre. Seulement, les découvertes successives des capacités illimitées de notre esprit ont un prix. Tous les anciens adeptes affirment y avoir laissé une grosse partie de leurs revenus. Dominique Verdeillan, cette nouvelle histoire concernant la scientologie fait plutôt tâche dans l'administration judiciaire, non? Oui, des tomes d'un volumineux dossier mystérieusement disparu dans les 27 km de couloir du palais de justice de Paris, des scellés détruits prématurément à Marseille. Alors d'un côté, la possible négligence d'un juge d'instruction, de l'autre, un greffier pris d'une soudaine frénésie de faire le ménage. Rassurons-nous, si la justice est parfois accusée d'enterrer des affaires, elle égare rarement des dossiers et des scellés. Paris, Marseille, la coïncidence est fâcheuse. Cataloguée comme secte, l'église de scientologie n'est pas interdite par les pouvoirs publics. C'est donc vers l'institution judiciaire que des victimes, des associations, se tournent pour obtenir une condamnation autant morale que pénale. Infiltration, pression, intimidation figurent parmi les méthodes reprochées à la scientologie. Aujourd'hui, face à cette disparition et à cette destruction, on ne sait trop si la secte a le bras long ou s'il faudra désormais parler d'une justice tête en l'air. Alors pour autant, est-ce que ça veut dire que l'action judiciaire est compromise? Non, le procès devrait bien se tenir à Marseille le 20 septembre prochain, mais la défense aura beau jeu de plaider un dossier qui se vide. Mais là encore, il faut faire un constat fâcheux. Les procédures parisiennes et marseillaises sont vieilles de 10 ans. Un seul dossier, celui de Lyon, est arrivé à son terme.
La destruction des scellés à Marseille date de fin 98, vous l'avez dit, mais les magistrats ont attendu début septembre pour la rendre publique. Le procès de la scientologie pourrait donc très bien se transformer en une mise en cause des dysfonctionnements de l'appareil judiciaire. Merci Dominique. Les magistrats du tribunal de grande instance de Montargis, dans le Loiret, ont à se prononcer pour la première fois en France sur la notion de responsabilité collective d'une entreprise, à savoir celle de la CEITA. La famille d'un fumeur décédé à la suite d'un cancer demande en effet réparation en reprochant au groupe de tabac français un manque d'informations sur les dangers du tabac. On le sait, aux États-Unis, déjà des procès ont eu lieu donnant tort aux producteurs de tabac. Mais cette fois, la famille du fumeur a obtenu l'appui de la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret. Compte rendu Agnès Gardet et Marcel Martin. Un procès historique, mais avant tout le combat d'une femme, celui de Lucette Gourlin. Son mari Richard est mort en janvier dernier, après 30 ans de tabagisme, qui l'ont tué à petit feu. Je suis très émue, surtout je suis sans lui. Richard Gourlin a fumé sa première gauloise à l'âge de 12 ans, un paquet par jour, puis deux, des sans filtre, les plus nocives. Survient alors le premier cancer du poumon, suivi d'un second. Un troisième cancer oblige les médecins à l'amputer de la langue. Jamais il n'a arrêté de fumer. Après 11h30 d'intervention, lorsqu'on a remis mon mari dans sa chambre, un mari que je ne reconnaissais pas, mon mari a mimé le geste de fumer. Il faisait comme s'il tenait entre ses doigts une cigarette et il tapotait comme s'il avait de la cendre qui allait tomber. La cigarette était devenue une drogue. Alors en 96, Richard Gourlin décide de porter plainte contre la CEITA. Motif, il n'a pas été suffisamment informé des risques liés au tabagisme. C'est un enjeu de ce procès, ce que nous appelons la faute de la victime. Bien entendu, la CEITA va dire, et elle aura raison, qu'un fumeur sait que le tabac est dangereux pour la santé, n'est-ce pas? Mais d'abord, il ne sait pas tout, il ne sait pas vraiment exactement les dangers. On dit par exemple qu'il perd 7 ans d'espérance de vie. Gourlin, c'est 35 ans. C'est pas tout à fait pareil quand même, vous voyez? Le produit est ce qu'il est, il est connu pour être ce qu'il est, et si vous le consommez avec un certain nombre de risques, vous devez assumer ces risques en parfaite connaissance de cause. Et cette connaissance, on l'avait avant même que le message sanitaire ne soit apposé sur les paquets. Lucette Gourlin attend aujourd'hui réparation. Elle demande 3 millions de francs de dommages et intérêts pour le préjudice causé. Ce procès, dont le jugement a été mis en délibéré au 8 décembre prochain, est une première en France. Certes, on est encore loin des actions menées contre les grandes firmes américaines, mais un procès similaire en Allemagne ainsi qu'en Espagne, en ce moment même, laisse penser qu'un mouvement anti-tabac est en train de prendre de l'ampleur en Europe. À l'Assemblée nationale, la commission d'enquête parlementaire sur la Corse a entendu pendant près de 3 heures ce matin l'ancien préfet Bernard Bonnet de Corse. Audition à huis clos, pas de commentaires, si ce n'est que M. Bonnet a déclaré avoir apprécié la clarification que les échanges ont permis. Fin de citation des propos de M. Bonnet. Rentrée scolaire, ça coince dur au rectorat de Paris. Depuis lundi, plusieurs centaines de parents d'élèves attendent non sans quelque impatience de connaître l'affectation de leurs enfants. Ils seraient entre 4 et 500 ainsi laissés en déshérence. Aujourd'hui, dès 4 heures du matin, la file d'attente se formait, mais après l'impatience, c'était la colère. Reportage Elsa Margou, Jean-François Hoffmann et Frédéric Vion. Les gens étaient là hier, on les a refoulés. On était là hier à 10h. Ils nous ont dit de retourner jusqu'à demain matin. Là, on vient à 6h du matin. Non, mais c'est pas possible. Vous écartez pour laisser passer le personnel, s'il vous plaît. 3e jour de l'année scolaire. Le rectorat de Paris est pris d'assaut par les parents et les élèves qui ne sont toujours pas inscrits dans un établissement et le ton finit par monter. Passe par-dessus là. Dégage. Allez, dégage, passe par-dessus. Je viens d'emménager à Paris il y a 8 jours et ça fait 3 jours consécutifs que je fais la queue pour inscrire mon fils aîné en seconde. Voilà. Et lui, il attend son entrée en seconde et c'est très grave, contrairement à ce qu'on nous dit, de rater une rentrée scolaire. Je suis là depuis 7 heures ce matin et on vient de nous dire qu'il n'y a que 60 personnes qui passent. C'est scandaleux, scandaleux. Un simple déménagement de province à Paris ou même d'un arrondissement à l'autre et trouver une place au collège ou au lycée devient un vrai casse-tête. Les élèves sont affectés par secteur d'habitation, pas de négociation possible avec les chefs d'établissement, tout est centralisé au rectorat. S'il vous plaît, je suis venue hier mais j'ai une lettre du principal qui a une place pour moi. Ah oui, mais ça... Je trouve que déjà quand dans une institution, un service public, vous trouvez des directeurs qui ne font pas confiance à leurs principaux ou à leurs proviseurs, ça dénote quand même d'une mentalité qui est un peu bizarroïde. Je crois que l'éducation nationale, c'est le dernier bastion stalinien qui vit dans l'administration en France. Selon le rectorat, les parents tentent d'obtenir des dérogations pour aller dans un établissement qui leur convient mieux. Nous traitons aujourd'hui 300 dossiers par jour.
Il y a sur ces 300 une cinquantaine de dossiers qui sont des emménagements récents. Tous les autres dossiers sont des demandes de révision d'affectation, mais là, nous ne pouvons travailler qu'en fonction des places disponibles. Ceux-là, en tout cas, resteront dehors. Il leur faudra revenir demain. Le rectorat n'ouvre ses portes que 3 heures par jour. En Grèce, le bilan provisoire du tremblement de terre qui s'est poursuivi depuis hier, non loin d'Athènes, est pour l'instant de 61 morts, mais il y aurait des dizaines de personnes encore ensevelies. Pour l'instant, l'urgence des secours consiste donc à retrouver ces dizaines de personnes ensevelies sous les décombres de plusieurs immeubles. Reportage de nos envoyés spéciaux à Athènes, Agnès Varamian et Jacques Gérard. Il est 15 h cet après-midi quand les secouristes français se mettent au travail. C'est comme s'ils étaient sur le toit d'un immeuble de 6 étages. Dessous, peut-être des vies. Ils ne savent pas, les chiens ne peuvent pas encore travailler. On a enlevé les gravats supérieurs, on va creuser une cavité, ça va permettre un petit peu d'aérer les différentes couches de gravats qu'il y a et de faire remonter les odeurs. On va faire redescendre les chiens dans la cavité et là ils vont à nouveau voir s'il y a quelque chose. La Recomex était une entreprise de détergents. 7 survivants ont déjà été dégagés. 3 corps, une quinzaine de personnes seraient encore là-dessous. Et puis d'un seul coup, il faut s'écarter. Car ce qui reste de la cage d'ascenseur de l'immeuble menace de s'effondrer. D'en haut à ceux d'en bas, on demande ce qui a chuté. On dit qu'il faut continuer, car sous cette bâche, 2 hommes et une femme ont été repérés il y a 2 heures. On ne les voit pas, nous dit ce sauveteur grec. On parle avec eux et ils nous disent que ça va. Le mari de cette jeune femme est de ceux qu'on apprête à sauver. Elle n'a pas accès aux minces trous faits par les secours, mais elle a confiance. Les secours sont très coopératifs, ils répondent à nos questions, ils nous traitent humainement, ils sont près de nous et dans leurs mains, il y a la vie de nos maris. Le travail des secouristes français pourrait prendre une dizaine d'heures. De l'autre côté, auprès des personnes repérées, des Turcs et des Suisses veulent, eux, aller plus vite. En moins de 5 semaines, des successions de tremblements de terre viennent de toucher la Turquie, puis la Grèce donc hier soir. En Turquie, le dernier bilan officiel fait état de 15 303 morts. À l'origine de ces différents séismes, en Turquie et en Grèce, un même mouvement géologique. Commentaire Valérie Fourniou. Dans une prière, silencieux, ils espèrent à nouveau entendre une voix. Le souffle d'un vivant, mais sans succès. Depuis ce matin, ces secouristes grecs n'ont sorti que des corps sans vie des décombres de cette usine. Des équipes de secours françaises, allemandes et notamment turques les ont rejoints. La Turquie, l'ennemi héréditaire de la Grèce qui n'a pourtant pas hésité à envoyer de l'aide. Je pense que c'est très bien pour nous, car la première fois, ce sont les Grecs qui nous ont aidés. La deuxième fois, c'est à nous, Turcs, de venir en Grèce les aider. C'est à notre tour d'être solidaires. Unis à présent dans la douleur. Cette nuit, les secouristes ont enchaîné intervention sur intervention, car chaque minute compte. D'heure en heure, le bilan s'alourdit et les enfants ne sont pas épargnés par cette catastrophe. 61 personnes ont trouvé la mort, selon un bilan encore provisoire. 120 personnes ont été hospitalisées, 15 sont dans un état grave. Dès ce matin, l'armée grecque a distribué des tentes à la population sans abri, ou préférant dormir dehors avec les répliques, les secousses qui continuent. Une zone au centre d'un affrontement des plaques tectoniques, arabes, anatoliennes et eurasiennes. Le séisme d'hier en Grèce est de la même origine que celui qui a frappé la Turquie, mais 100 fois moins important. Le séisme de Grèce, lui, n'a probablement cassé qu'une faille d'une dizaine de kilomètres de long et avec un glissement que l'on estime pour l'instant à quelques dizaines de centimètres. Mais ça suffit pour que dans un rayon de 10-20 km, on puisse avoir des dommages très importants. Plus de 700 répliques ont eu lieu depuis la première secousse. L'alerte n'est donc pas levée. Les autorités grecques craignent un nouveau séisme. Agnès Varamian, vous êtes en direct avec nous depuis Athènes. Vous étiez également avec une équipe de France 2 en Turquie. Alors les intensités des séismes sont différentes, mais les réactions sont-elles semblables ou différentes en Grèce ? Non, le
le tremblement de terre dans son intensité et en même temps dans les conséquences, dans les dégâts est bien moindre ici, quoi qu'on ait ressenti encore des répliques et jusqu'à tout à l'heure même. Mais il n'y a pas de polémique ici sur les secours comme il pouvait y en avoir en Turquie, notamment pour les secouristes français qui sont déjà venus plusieurs fois et qui ont l'habitude de travailler avec les Grecs. Et puis les lieux où il reste ce soir encore des personnes ensevelies sont très localisés, tout comme les destructions d'ailleurs. En tout ici, ce sont 35 immeubles qui se sont effondrés. Alors par exemple, nous sommes ici à 5 km de l'entreprise que vous avez pu voir dans le reportage, dans une zone industrielle. Et le bâtiment que vous pouvez apercevoir derrière moi, eh bien, est le seul qui se soit effondré de cette façon dans toute la zone industrielle. Alors cela pose des questions, comme en Turquie d'ailleurs, sur les types de construction. Et en Grèce, eh bien, des enquêtes ont déjà été ouvertes par le parquet d'Athènes pour essayer d'établir des responsabilités d'entrepreneurs ou d'architectes. Alors si cette banlieue a été touchée, c'est parce qu'elle était tout près de l'épicentre, mais dans la ville, au centre-ville d'Athènes, qui a été épargnée par le séisme, eh bien, les habitants un peu paniqués ont tout de même choisi soit de partir vers les îles, vers la côte, donc de s'éloigner de l'épicentre, soit de passer encore une nuit à la Belle Étoile. Merci Agnès. L'Indonésie ne veut pas qu'une force étrangère se déploie au Timor oriental et assure que depuis l'instauration de la loi martiale, le calme revient. Une mission des Nations Unies est arrivée à Jakarta, mais apparemment en vain, car les autorités n'ont pas changé d'avis. De son côté, le président de la République, Jacques Chirac, a sommé le Conseil de sécurité des Nations Unies d'assumer, comme il l'a fait au Kosovo, en créant la KFOR, toutes ses responsabilités. Et puis le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU tente d'obtenir des garanties de sécurité pour les dizaines de milliers de personnes déplacées. Une équipe de France 2 est actuellement à Darwin, en Australie, où l'évêque timorais, Monseigneur Bello, prix Nobel de la paix, lors d'une messe, aujourd'hui, a exhorté la communauté internationale à envoyer des troupes au Timor oriental pour faire cesser les violences avec ou sans le consentement du gouvernement indonésien. Reportage Isabelle Bechler avec Tristan Lebras. Réfugié à Darwin, au nord de l'Australie depuis hier, l'évêque de Dili, Monseigneur Carlos Bello, a concélébré ce soir sa deuxième messe en 24 heures. Pour les militaires et les organisations humanitaires qui ont aidé les Timorais à décider de leur avenir, que Dieu leur donne le courage et la force de continuer. Pendant l'office, il a été question de dignité, de compassion, de souffrance et de tuerie. L'évêque, prix Nobel de la paix, a exhorté les dirigeants occidentaux à intervenir pour mettre fin au massacre. Mais il y a bien peu de chances que l'évêque soit entendu. La petite ville de Darwin et ses 90 000 habitants découvrent soudain l'importance de l'enjeu. Eux qui vivaient de pêche et de tourisme, ils entrevoient la guerre. C'est ici en effet que l'armée australienne se prépare pour son intervention de demain. Elle doit évacuer les 200 étrangers et les 160 Timorais qui étaient encore employés par les Nations Unies à Dili. 22 blindés de transport de troupes ont été chargés sur un bâtiment de la marine pour cela. Que deviendront les 1500 civils timorais réfugiés sur le terrain? C'est l'inconnu. Les militaires australiens ne seront pas assez nombreux si l'armée indonésienne résiste ou provoque de nouveaux massacres. C'est donc un constat d'échec et d'impuissance de la mission de l'ONU à Timor-Est. Si 350 hommes ne peuvent pas se maintenir sur place, on imagine sans peine que la perspective d'une intervention internationale de maintien de la paix s'éloigne d'autant plus. D'abord, l'Indonésie s'y oppose farouchement. Ensuite, au Conseil de sécurité, la Chine s'y opposerait. Et pour l'instant, même les États-Unis se font tirer l'oreille pour y participer. Bonne nouvelle pour Michelin, son résultat net est en progression de 17,3% en 99. Mauvaise nouvelle pour les salariés de Michelin, le fabricant a décidé de réduire les effectifs des usines en Europe de 10% sur 3 ans, c'est-à-dire la suppression de 7500 postes. Les bénéfices sont insuffisants, disent les dirigeants de Michelin. Commentaire Luc Bazizin. Clermont-Ferrand, ville du pneu, lieu symbole de Michelin. Ici, 5 usines emploient aujourd'hui plus de 16 000 personnes, soit presque la moitié du nombre d'ouvriers qui travaillaient encore là en 1980. Aujourd'hui, le pneumaticien annonce un résultat net en progression de plus de 20% sur le premier semestre. En même temps, Michelin déclare vouloir améliorer sa compétitivité en Europe de 20% sur 3 ans. Et pour y parvenir, le manufacturier prévoit 7500 suppressions d'emplois sur la même période. Les implantations européennes sont multiples. Pour le moment, aucun site particulier n'a été encore désigné, mais la France sera certainement concernée. Michelin veut augmenter ses parts de marché et donc on est dans une industrie de coûts fixes. On est dans une industrie où les frais de personnel représentent une part très importante dans la production des pneus et de plus en plus on a tendance à produire dans des pays à bas coût de main d'œuvre.
Autre explication, Michelin implante petit à petit une machine révolutionnaire, la C3M, qui emploie 6 fois moins d'ouvriers que dans une usine classique. Le système est directement alimenté en matières premières et recrache des pneus à l'autre bout, de quoi créer une peur sociale. Ça nous inquiète, parce que la production est plus importante avec moins de personnes, la flexibilité de l'outil est beaucoup plus importante, donc c'est inquiétant. Si on généralisait ça, ça serait très inquiétant même. En 15 ans, Michelin a déjà procédé à une dizaine de plans sociaux, histoire de rester compétitif. Publication d'un rapport sur la fraude et l'évasion fiscale préparé par le député communiste Jean-Pierre Brard. Globalement, on estime à 6 000 milliards de francs l'argent sale, c'est-à-dire acquis frauduleusement, notamment par la drogue, réinvesti dans différentes banques dans le monde. C'est un pays membre de l'Union européenne, le Luxembourg, qui occupe la 3e place dans le secteur bancaire des fonds d'investissement. Mais au Luxembourg, on est discret et très peu parlent de faire le ménage. Enquête de Yann Fronty et Joseph Bachtik. Le Luxembourg, au cœur de l'Union européenne. Un tout petit pays qui s'est développé grâce à son activité bancaire et financière. Aujourd'hui, on compte 215 établissements spécialisés contre seulement 37 il y a à peine 30 ans. Raison de ce succès, un secret bancaire strict et pas d'imposition à la source sur les revenus de l'épargne. Un véritable paradis bancaire, décrit comme tel par ce guide qui répertorie les meilleures adresses à travers la planète. Résultat, le Grand-Duché attire aujourd'hui les fraudeurs. Une situation que très peu de Luxembourgeois osent dénoncer. Beaucoup de gens ont cru que la fraude fiscale était en fait un petit délit dont on ne parlait pas, qui était un délit mineur. Non, je pense qu'il y a une certaine justice qui doit jouer, une justice fiscale aussi. Alors pour redresser cela, il faut à mon avis changer les structures, changer la législation. Une tâche qui s'annonce difficile. Il y a 2 ans, des journalistes belges s'étaient rendus dans une banque luxembourgeoise. On leur avait alors donné tous les conseils pour frauder discrètement. Vous allez dire avec quoi? Avec un chèque ou avec de l'argent? Alors, pas de chèque, oui. pas de transfert, du liquide. pas de virement. Pour moi. Oui. Pourquoi? Pas de trace. Pour la simple raison, si vous le transférez, la Banque nationale de Belgique sait très bien que cet argent est parti. Direction Crédit Banque Luxembourg. Mais le Luxembourg n'est pas un cas isolé. En Europe, 11 paradis fiscaux sont clairement identifiés. Beaucoup plus dans le reste du monde. Bahamas, Costa Rica ou Bermudes, toute une série de pays que certains voudraient sanctionner. Les pays de l'Union européenne ont fourni environ 800 millions de dollars d'aide aux Bahamas pour financer les infrastructures des Bahamas. Il y a quelque chose d'immoral et d'anormal. En même temps, ce pays accueille de l'argent d'origine incertaine qui échappe à ses devoirs et nous l'aidons. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Autre proposition avancée pour combattre la fraude et l'évasion fiscale, la publication officielle d'une liste des principaux pays incriminés. Après une nuit de fête au Larzac, José Bové, le syndicaliste de la Confédération paysanne, était aujourd'hui à Paris. Il entend solliciter le Premier ministre et le Président de la République pour évoquer avec eux la mondialisation et l'Organisation mondiale du commerce, mais aussi la question de la responsabilité politique des juges, a dit José Bové. D'ailleurs, cet après-midi à Millau, dans l'Aveyron, des militants de la Confédération paysanne se sont enchaînés aux grilles du tribunal pour protester contre ce qu'ils appellent l'acharnement des juges et la mise en examen de plusieurs de leurs camarades. La réunion du bureau politique du RPR tenue aujourd'hui à Paris confirme que le mouvement gaulliste est devenu, à sa manière, un mouvement pluriel. Pour l'élection du président du RPR, qui s'achèvera en décembre, il y a déjà plusieurs candidats et chacun estime que c'est un bon signe pour la vie démocratique du RPR. Reportage Carole Comon et Luc Bachofen. Nicolas Sarkozy se prépare à traverser des semaines difficiles. Il n'est pas encore officiellement candidat, mais la bataille pour la présidence du RPR s'annonce rude et le calendrier s'accélère. Il y a 2 jours, François Fillon, un proche de Philippe Séguin, annonçait sa candidature. Il y a aujourd'hui plusieurs lignes politiques qui s'affrontent. Je crois que nous devons faire trancher cette question par les militants et la seule façon de la faire trancher, c'est l'élection du président. Et voilà qu'un nom fait désormais l'objet de toutes les attentions, celui du sénateur Jean-Paul Delevoye. Inconnu du public comme des militants, il aurait pourtant les faveurs de Jacques Chirac. Il ne dévoilera ses intentions que la semaine prochaine, mais se présente déjà comme une alternative à Nicolas Sarkozy. Je crois qu'il n'y a pas d'opposition de personne, il y a là simplement la volonté exprimée par les uns et par les autres de redonner du souffle à la pensée gaulliste et de permettre à la base de pouvoir s'exprimer. L'Élysée qui semble suivre de près la bataille en cours au RPR. Il y a quelques heures, Renaud Muselier, autre candidat déclaré, s'affichait à Saint-Pierre-et-Miquelon aux côtés de Jacques et Bernadette Chirac.
Ce matin, la perspective d'une campagne animée le mettait plutôt de bonne humeur. Ben, on est deux maintenant, hein, donc il y en a quand même, ça commence à sortir. Voilà. On voit que le débat est en train de s'engager. C'est intéressant. Le bureau politique du RPR a défini aujourd'hui les modalités d'organisation de l'élection et déjà l'ambiance s'alourdit. Certains craignent que Nicolas Sarkozy, aujourd'hui à la tête du parti, ne soit favorisé au cours de la campagne. Nicolas Sarkozy, qui pour l'instant a choisi de rester silencieux, sait que la campagne sera longue. Le prochain président du RPR sera élu par les militants début décembre. Remise aujourd'hui au Premier ministre du rapport de Mme Dominique Gillot sur les propositions visant à renforcer la parité désormais inscrite dans la Constitution, parité homme-femme dans la vie publique, avec en particulier un pourcentage minimum de candidatures féminines pour les scrutins de liste. Du sport, du football, la leçon est plutôt rude. Les champions du monde ont longtemps un peu bafouillé leur football de rêve de l'année dernière avant de l'emporter finalement 3-2. Ils ont gagné, c'était l'essentiel. Commentaire Christophe Duchiron. Si tout avait fonctionné comme tout doit normalement fonctionner, les Français auraient débuté la rencontre dans la joie et la bonne humeur. Seulement après 5 minutes de match, Youri Djorkaeff manque d'adresse et rate l'occasion d'ouvrir le score. Dans la foulée, les Blancs perdent bêtement le ballon et les Arméniens contre-attaquent. Mika Klian se retrouve seul à seul avec Fabien Barthez et Mika Klian, contrairement à Djorkaeff, envoie le ballon au fond des filets. Les champions du monde sont menés 1-0. Pour une mauvaise surprise, c'est une mauvaise surprise. Un quart d'heure de jeu, une sympathique réaction française, mais le tir de Zidane passe de peu à côté. À quelques secondes du repos, un viril défenseur arménien commet une faute sur Laurent Blanc et c'est un pénalty qui va sauver la mi-temps inquiétante des Français. Djorkaeff, qui revendique haut et fort son ascendance arménienne, égalise, 1-1 à la mi-temps. En deuxième période, Zinedine Zidane, que l'on a déjà connu dans le rôle du sauveur, va donner l'avantage aux Français. Il shoot du gauche, il est très heureux. 2-1. Un peu plus tard, Djorkaeff lance Lilian Lasland qui finit par rassurer tout son monde en inscrivant le 3e but tricolore. Ce but n'était pas trop, bien au contraire, car les Français finissent comme ils ont commencé en encaissant un but idiot sur un pénalty concédé suite à une mésentente Barthez-Lizarazu. Les Arméniens marquent, score final 3-2 pour la France qui avait impérativement besoin d'une victoire et c'est fait. Pour le reste, il n'y a pas de quoi être fier. Et pour se qualifier, il faudra que les Français gagnent le 9 octobre contre l'Islande. Et puis l'autre résultat, dans le même groupe, pour l'Euro 2000, la Russie a battu Andorre difficilement 2-1. Du tennis avec des internationaux de Flushing Meadows à New York. La nuit dernière, Cédric Pioline s'est qualifié pour les quarts de finale. Il a battu l'Allemand Tommy Haas et en quart de finale, il rencontrera le Brésilien Gustavo Kuerten. Et puis il y aura donc un second Français en quart de finale avec Nicolas Escudé. Côté féminin, Marie Pierce, je vous le rappelle, est également en quart de finale. Enfin, à noter que c'est John McEnroe qui vient d'être nommé au poste de capitaine de l'équipe américaine de Coupe Davis. Du cinéma avec un très beau film aujourd'hui sur les écrans. C'est quoi la vie de François Duperron? La question est ambitieuse, mais elle symbolise bien l'histoire de 3 hommes, 3 générations, où l'on retrouve l'actualité d'ailleurs, c'est-à-dire le malaise paysan, l'endettement et le maintien au pays. Le film a été tourné près de Millau, dans l'Aveyron, la région de José Bové. Dans le film C'est quoi la vie? Le grand-père, c'est Jacques Dufilot, le père Jean-Pierre Daroussin, et le plus jeune, c'est Éric Caravaca. Présentation Pascal Deschamps et Gilbert Uzan. Tu veux que je passe ma vie ici à regarder filer les jours, tous les jours la même chose? C'est ça, vivre. Nicolas est petit-fils et fils de paysans. Des journées entières de travail pour des revenus de misère, des dettes jusqu'au cou, sans oublier la vache folle. Alors Nicolas s'interroge sur ce qu'il veut vraiment faire de sa vie. François Duperron a attendu son 3e film pour oser parler d'un monde qu'il connaît bien. Mes parents étaient agriculteurs. Et comme le personnage, je me suis posé plusieurs fois la question, est-ce que je reste ou est-ce que je pars? Puis un jour, je suis parti. Je veux bouger. Je veux pas rester ici avec des œillères, je veux voir plus loin. Le fait de partir, d'être parti de chez moi, a laissé chez moi une cicatrice, une douleur. Et je crois que c'est cette douleur-là qui a fait que j'ai toujours repoussé le moment de le faire. Putain, 6 heures, dis donc, j'aurais pas dormi beaucoup cette nuit. Où tu vas? Me changer. Le soleil te dit bonjour. C'est comme ça que tu lui réponds. Regarde un peu au moins. Il vient de sortir du ventre de sa mère. Je suis parti à la campagne aussi, pendant quelques temps, pendant près de 3 semaines, pour suivre la vie de la campagne. Voilà. J'ai aidé un agriculteur dans ses tâches quotidiennes. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a le plus frappé au moment de cette expérience des 3 semaines?
C'est déjà les journées qui finissent, parce que dans les villes, la lumière électrique prend le relais, quoi. François Duperron nous apprend à regarder autrement le monde paysan. Mais s'il a quitté la terre pour faire du cinéma, son héros, lui, décidera de rester, comme un hommage à peine voilé. Voilà, petit cadeau pour achever ce journal. Souvenir, c'était en 68, les Beatles apparaissaient dans un film intitulé Yellow Submarine. Vous allez en voir un extrait, car une nouvelle version numérique était présentée aujourd'hui à Paris. Pour l'occasion, l'Eurostar, que voici, était transformé en sous-marin jaune, et non pas en sous-marin vert, comme fut la version française. Voilà, et puis il y a la sortie aussi d'un disque avec notamment Yellow Submarine et Eleanor Rigby qui vient de sortir pour l'occasion. C'était en 68. Nous arrivons à la fin de ce journal. Je vous rappelle 3 informations que nous avons développées. Tout d'abord concernant des scellés d'instruction concernant l'instruction d'une affaire de l'église de la Scientologie qui ont été détruits à Marseille, 1 an après la disparition de certains éléments d'une information judiciaire concernant aussi les scientologues. Elisabeth Guigou, la garde des Sceaux, diligente une enquête administrative. Le bilan provisoire, toujours du séisme à Athènes, 61 morts et des dizaines de personnes encore ensevelies. Les secours continuent. Et puis enfin, cette dernière information concerne Timor. On vient d'apprendre qu'on a découvert que 100 personnes avaient été assassinées dans la paroisse de Souaï au Timor, dont 3 religieux. Informations qui viennent de parvenir donc sur ce qui se passe en ce moment même au Timor. La météo, c'est dans quelques instants avec Isabelle Martinet, puis l'Instit avec Gérard Klein, suivi de Jean-Luc Delarue pour la soirée continue, dans un SAS discute qui seront consacrés aux tentations de suicide chez les adolescents. À 0h50, le journal de Laurence Ostolaza, puis la première du nouveau magazine de Philippe Lefay, Des mots de minuit, avec notamment l'écrivain portugais Antonio Lobo Antunes et Sandrine Bonner. À 7h50, demain, Françoise Laborde recevra Bertrand Delanoë, le président du groupe socialiste au Conseil de Paris. Et puis à 13h, vous trouverez ici même Carole Gessler, Rachid Arabe et Fabrice Lucchini. À demain 20h. Bonsoir. Merci.